Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Pour ceux qui découvrent ce podcast aujourd'hui, je m'appelle Kevin Dumont, je suis préparateur physique, diététicien nutritionniste, maître nageur sauveteur et depuis septembre 2021, je suis aussi enseignant à l'université pour les étudiants en licence STAPS, donc en filière sportive. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas sorti d'épisode depuis un petit moment, parce qu'entre la création des supports de cours, la recherche bibliographique, la création des consignes et des modalités d'évaluation, ainsi que toutes les corrections, en plus de mes autres activités professionnelles, ça m'a grappillé le temps de libre qu'il me restait par semaine pour vous faire du contenu. Donc désolé pour le temps d'attente, je peux désormais reprendre un rythme de publication régulière maintenant que mes trames de cours sont prêtes. C'est d'ailleurs ce nouveau poste d'enseignant qui m'a donné l'idée de faire cet épisode. Parce qu'avant de transmettre un savoir, peu importe la forme du contenu, que ce soit du podcast ou face à des étudiants, il faut déjà comprendre un minimum comment fonctionne le cerveau. Même si je trouve ça un peu triste que l'on n'apprenne pas ça à l'école, ça pourrait éviter d'avoir pas mal d'élèves en difficulté, pour des problématiques que l'on maîtrise à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mal lu sur le sujet. D'ailleurs, je vous recommande des auteurs qui ont fait un très bon travail de vulgarisation sur ces notions complexes. Dans le lot, il y a Céline Alvarez, qui est professeure des écoles, qui a repris et approfondi les travaux de Maria Montessori, qui était médecin du siècle dernier. Vous avez aussi Daniel Goleman, qui a pondu un pavé de 900 pages sur l'intelligence émotionnelle, que je vous recommande de lire. Je pense même que je ferai un épisode à part entière sur le sujet. Là, je vais simplement me cantonner aux notions d'apprentissage, sinon l'épisode n'en finira jamais. Et vous avez aussi Idriss Aberkane, que vous connaissez déjà très probablement, qui est neuroscientifique, ayant écrit sur la neuroergonomie, à savoir les capacités et méthodes d'apprentissage, et ayant inventé le terme de neurosagesse, très controversé, pourtant simple, qui veut dire « si vous ne connaissez pas votre cerveau, quelqu'un le connaîtra à votre place, et ça ne sera jamais à votre avantage ». Il nous amène aussi une notion très intéressante, à savoir le lien entre la productivité et l'épanouissement dans le travail. Car dans notre état d'esprit français, il règne encore, au moment où j'enregistre cet épisode, une pensée ancrée dans notre éducation, à savoir, soit vous êtes productif et dépressif, ou bien vous êtes un glandeur épanoui. C'est la raison pour laquelle, avec cet état d'esprit, il y a des pays comme la Corée, où il est très mal vu de prendre des vacances. Parce que soit vous êtes productif, soit vous êtes épanoui, il faut choisir. On va détruire cette idée reçue. Parce qu'il est vrai que tout homme productif n'est pas forcément épanoui, en revanche, tout homme épanoui est forcément productif. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler d'amour. Parce que tout amour est addictif, même si toute addiction n'est pas forcément amoureuse. Je m'explique. Si vous êtes amoureux d'une personne ou d'un projet, vous êtes en capacité de lui accorder tout votre temps sans compter les heures. En revanche, si vous êtes addict, comme par exemple à une substance, tabac, alcool, drogue, etc., vous n'en êtes pas amoureux. Steve Jobs disait « Si vous n'aimez pas ce que vous faites, quand ça deviendra compliqué, vous allez abandonner. Si vous aimez ce que vous faites, vous aurez une résistance bien supérieure à la moyenne face aux problématiques que vous allez rencontrer. Aimer ce que vous faites vous amène une capacité de résilience qui vous rend beaucoup plus compétitif. Quand on aime ce qu'on fait beaucoup plus attention aux détails. Et comme disait Léonard de Vinci, c'est le détail qui fait l'excellence. Pour ma part, j'ai tendance à dire qu'on ne devient jamais le meilleur dans un domaine par défaut, mais par passion. Retenez donc que l'effort et la souffrance ne sont pas les mêmes choses, et que l'épanouissement est forcément facteur de productivité. J'aimerais maintenant venir sur la notion d'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence ? Pendant longtemps, on pensait que l'intelligence était la capacité à s'exprimer sans ambiguïté. C'est d'ailleurs la problématique que nous rencontrons à aujourd'hui dans les algorithmes de l'intelligence artificielle, savoir gérer l'ambiguïté. Certaines personnes font un lien direct entre l'intelligence et le QI. Mais alors, qu'est-ce que le fameux quotient intellectuel ? Il s'agit simplement du résultat d'un test psychométrique qui a pour but de fournir une indication quantitative standardisée de l'intelligence humaine.
Ce même test relève du facteur G, pour général, qui a été développé par le psychologue anglais Charles Spearman en 1904. Charles avait observé une corrélation significative entre les performances scolaires dans les différentes disciplines. Par exemple, un enfant qui est excellent en anglais a plus de chances d'exceller en mathématiques, de sorte qu'il y a fréquemment des élèves qui excellent dans toutes les disciplines scolaires, les fameux premiers de la classe. Charles a voulu trouver le dénominateur commun à cette excellence scolaire qu'il nomma le facteur G, que l'on mesure lors d'un test de QI. On pourrait donc assimiler le QI à une certaine prévalence à pouvoir avoir de bons résultats scolaires ou non. Mais le QI ne reflète en aucun cas l'intelligence humaine. Pour la simple et bonne raison que l'école ne capture pas toute la vie, c'est la vie qui contient l'école. De même, l'école ne capture pas l'humanité et le facteur G encore moins. Donc le QI n'est pas synonyme d'intelligence et j'en veux pour preuve qu'à aujourd'hui, des intelligences artificielles comme Watson, l'IA de la société IBM, est capable de passer des tests de QI. Pour reprendre la métaphore d'Idriss Aberkan, on pourrait dire que le QI est au cerveau ce que l'ombre est à la main. Elle permet d'apprendre beaucoup de choses sur la main, mais ce n'est pas la main, car il y a beaucoup de choses qu'elle ne prend pas en compte. Le QI reste en revanche une mesure intéressante pour observer une certaine perte cognitive dans les AVC ou les traumatismes crâniens par exemple. Bon, si le QI n'est pas l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence ? Sur un plan philosophique, on pourrait la définir comme la capacité, plus ou moins grande, de résoudre un problème, donc de comprendre le complexe ou le nouveau. En biologie, le test d'intelligence suprême, c'est la capacité à survivre, c'est-à-dire la capacité à résister à l'éradication. En soi, à cette échelle et collectivement, les rats sont extrêmement intelligents. Pour ma part, je définirais l'intelligence humaine comme la capacité d'adaptation. Parce que je considère que l'intelligence humaine ne se résume pas à une forme d'intelligence, mais à un ensemble, regroupant l'intelligence culturelle, qui représente la connaissance, le savoir, l'intelligence logique, orientée sur le raisonnement, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à comprendre et à gérer ses émotions et celles des autres, que l'on pourrait lier à l'intelligence sociale et linguistique, la capacité à s'exprimer. Et je n'oublierai pas l'intelligence sensorimotrice, à savoir la capacité à ressentir l'environnement spatial et kinesthésique et gérer la réponse motrice qui en découle. On peut y intégrer les qualités physiques, mais aussi les capacités musicales et bien d'autres. Voilà pour ma définition de l'intelligence humaine, et j'insiste sur humaine, à savoir la capacité d'adaptation. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus du cerveau, parce que contrairement à un muscle que l'on développe et que l'on voit grossir au fil du temps, on ne voit pas comment notre cerveau attrape la connaissance et se développe. Déjà, il faut savoir que l'espèce humaine, en tant que bipède, possède des hanches relativement fines en comparaison avec la taille de son cerveau. C'est la raison pour laquelle nous naissons avec un cerveau qui n'est pas fini et qui va devoir finir sa croissance postpartum. C'est ce qui nous rend aussi vulnérables. Pour reprendre le passage de l'humoriste Guillermo Guise, en plus, on est tous prématurés. Tu vois, on est dans cette salle, l'humain, c'est prématuré par définition. On est tous nés prématurés. Un bébé humain, c'est nul, ça peut rien faire. Hein. Un bébé humain, tu le laisses seul dans une pièce, ça tient moins longtemps que du basilic. Hein. C'est nul. C'est nul, de nul. Hein. Contrairement à un bébé éléphant, tu vois, un bébé éléphant, ça oui, tu vois, un bébé éléphant, c'est directement prêt pour suivre le troupeau. À notre décharge, un bébé éléphant, ça reste 600 jours dans le ventre de sa mère, tu vois. 600 jours, putain, tu fais un déni de grossesse, c'était vraiment inattentif. Hein. Je te le dis franchement, tu sais quoi? Je sentais bien que j'étais ballonné, mais de là, tu sais, 600 jours. Et après 600 jours, t'as un truc de la corpulence de Gérard Depardieu là qui s'écrase sur le sol, ça fait 140 kilos. Mais bon. Voilà concernant la naissance. Bon, revenons-en au cerveau. À l'âge adulte, notre cerveau se compose d'environ 86 milliards de neurones
et bien plus encore de synapses qui se comptent en centaines de trillions. Ces neurones sont entourés d'une gaine de myéline qui sert de protection aux neurones et qui est majoritairement constituée de lipides, donc de gras. Notre cerveau est donc en grande partie composé de graisse. Le neurone a pour fonction principale le mouvement. Manger, percevoir, fuir. Il n'a pas pour fonction principale de parler ou de penser, mais de bouger. Le cerveau s'est donc adapté au fur et à mesure de l'histoire en recrutant des neurones du mouvement pour faire autre chose. Il faut savoir que notre cerveau n'est pas un muscle qui peut augmenter sa masse quand on l'entraîne. Quand on l'entraîne, le cerveau se réorganise, car même s'il y a un peu de neurogénèse, il travaille toujours à masse constante. Comme les primates, notre cerveau est adapté pour percevoir le monde tangible. Ça lui demande peu d'efforts, car il a évolué en ce sens. Parce que c'est le monde tangible qui peut être mangé ou qui peut nous manger. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'évolution, le neurone c'est du concret, du mouvement, pour fuir, pour percevoir, pour manger ou éviter d'être mangé. C'est la raison pour laquelle l'apprentissage immatériel demande un effort, parce qu'il est difficile de faire de l'abstraction. C'est en partie la raison pour laquelle une œuvre d'art abstraite est moins agréable à regarder qu'une œuvre d'art figurative. Il faut savoir que pour le cerveau, tout ce qui demande un effort est impopulaire, alors que tout ce qui ne demande pas d'effort est populaire. C'est-à-dire que quand notre cerveau a le choix entre une narration simple et fausse, et une narration compliquée mais vraie, il a tendance à choisir la narration simple et fausse. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela peut avoir sur une population. Voilà concernant le cerveau. Retenez donc que le neurone a pour fonction principale le mouvement, mais que le cerveau s'adapte à ses besoins. Donc, si vous n'avez pas besoin de calculer la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres de tête en 70 secondes, vous ne saurez pas le faire. Pourtant, Alexis Lemaire, ayant plusieurs records du monde de calcul mental, y arrive. Et il a même publié sa méthode, en partant du principe qu'avec de l'entraînement, la majeure partie de la population pourrait y arriver. Dernier élément concernant le cerveau. Il faut savoir qu'il est capable de faire des choses sans savoir les expliquer. C'est un élément extrêmement important parce que malheureusement, à l'école, on met l'accent sur la capacité à savoir verbaliser la démonstration. Avant de vous parler des facteurs de l'apprentissage, il faut savoir que nous avons 5 types de mémoire. La mémoire de travail, qui est en quelque sorte le post-it du cerveau, car elle sature à environ 15 secondes. Il serait donc totalement improductif de vous demander ce que j'ai dit il y a 15 secondes, car cette mémoire n'est pas adaptée pour faire de la rétention à long terme. Nous avons la mémoire spatiale ou épisodique, qui permet de savoir où j'ai garé ma voiture, ou bien ce que j'ai mangé ce matin. La mémoire sémantique, qui inclut le langage, la connaissance de soi et du monde. La mémoire procédurale, qui nous permet de marcher ou faire un nœud de cravate par exemple. Quand on utilise l'expression « savoir faire du vélo, ça ne s'oublie pas », on fait référence à la mémoire procédurale. D'ailleurs, elle peut devenir dangereuse. Je pense que vous avez déjà tous vécu cette situation où vous avez conduit sur un trajet habituel de manière totalement automatisée et que vous ne vous souvenez plus de votre trajet. C'est-à-dire que vous n'étiez pas attentif à votre conduite. Et enfin, la mémoire perceptive qui nous permet de se souvenir des visages, des voix ou des lieux. On pourrait rajouter la mémoire olfagustative qui est considérée comme la plus ancrée car elle résisterait même à la maladie d'Alzheimer, mais elle n'est pas prise en compte dans le rapport de l'INSERM. Nous avons donc 5 types de mémoire: travail, épisodique, sémantique, procédurale et perceptive. Dans la résolution d'un problème, la plupart d'entre nous allons utiliser la mémoire de travail, et ce n'est pas la meilleure méthode. Certains individus sont capables d'utiliser ces différentes mémoires pour réaliser une tâche. C'est le cas de Rüdiger Gamm, qui est un calculateur prodige, passé sous imagerie cérébrale, capable d'utiliser son cervelet, donc de sa mémoire spatiale, pour résoudre des calculs.
Le cervelet étant la carte graphique du cerveau qui nous sert entre autres à marcher et à synchroniser des mouvements. Ce qui m'amène à vous parler de la notion d'apprentissage. Quels sont les facteurs qui nous permettent d'acquérir de nouvelles connaissances ? Il en existe deux, l'attention et le temps. La quantité de connaissances est directement proportionnelle au produit de l'attention et du temps que vous aurez payé. Oui, parce que l'attention ça se paye et ça vaut une fortune. C'est la raison pour laquelle Facebook vaut plus cher que Total en bourse. Parce que l'attention vaut plus cher que le pétrole. Et bien évidemment, il faut lier l'attention au temps. Parce que si vous êtes présent mais pas attentif, il n'y a pas d'échange de connaissances. Et inversement, si vous êtes attentif mais seulement 30 secondes, il y aura très peu d'échanges. En psychologie, être à 100% d'attention, on appelle ça l'état de flow. Vous êtes dans un état de flow quand vous êtes totalement pris par un podcast que vous loupez votre arrêt de métro, par exemple. L'apprentissage optimal, c'est donc l'attention multipliée par le temps. Et c'est là que nous rencontrons un problème avec l'école, dont les salles de classe ont très peu évolué de 1870 à aujourd'hui. En quoi est-ce un problème ? Parce qu'à l'école, on peut imposer une des deux constantes, à savoir le temps. On peut dire « vous ferez 3 heures d'anglais par semaine ». En revanche, on ne peut pas imposer l'attention. Si vous passez 3 heures de cours d'anglais à attention égale 0, eh bien le produit de votre connaissance est nul. Retenez que l'attention ne peut pas être contrainte, elle doit être séduite. Et c'est là le problème que nous rencontrons à l'école. Parce qu'il fut un temps, c'était plus intéressant d'apprendre l'histoire que d'aller travailler avec son père dans les champs. Mais aujourd'hui, face à tous les divertissements que nous avons à disposition, comme les jeux vidéo, YouTube et autres réseaux sociaux, l'école n'est plus compétitive. Elle pourrait l'être, mais comme elle est obligatoire, elle n'a pas eu à se battre pour capter de l'attention humaine. On dit que la connaissance, c'est le produit de l'attention par le temps. Il faut rajouter 2 autres critères. Le sommeil, qui permet de consolider la connaissance, et l'expérience, parce que quand on sait déjà quelque chose, c'est plus facile d'apprendre la chose suivante. J'aimerais maintenant vous parler de la notion de plaisir dans l'apprentissage. On va différencier passion et corvée. Une passion, c'est une barrière d'entrée faible et une barrière de sortie très forte. C'est-à-dire qu'il est facile d'y rentrer et difficile d'en sortir. A l'inverse, une corvée, c'est une barrière d'entrée forte, c'est difficile de s'y mettre, et une barrière de sortie faible, donc la moindre distraction peut nous en faire sortir. Il faut utiliser la passion pour faire rentrer la connaissance dans sa tête. Travailler dur pour quelque chose que vous n'aimez pas, ça s'appelle du stress. En revanche, travailler dur pour quelque chose que vous aimez, ça s'appelle de la passion. Pour faire un parallèle, si vous souhaitez enseigner, il faut le faire sur une thématique qui vous passionne. Sinon, ce sera très difficile de récupérer de l'attention. Et quel est le meilleur moyen d'obtenir de l'attention ? C'est tout simplement le jeu. Les jeux sont extrêmement addictifs et neuroergonomiques. C'est la raison pour laquelle le football amène beaucoup plus d'attention que l'école. En neurosciences, il faut savoir que 95% des études regardent la consommation comparée de glucose par le cerveau pour évaluer la difficulté d'une tâche. C'est-à-dire que pour savoir si une tâche est plus ou moins difficile, on va voir combien d'énergie le cerveau utilise. Il a été découvert par Simon Sink que pour bien apprendre, il faut des échecs, mais il faut que l'échec ne soit pas cher. Comme disait Bill Gates, l'échec est un diplôme. Et c'est en cela que les jeux sont extrêmement neuroergonomiques. Parce qu'en moyenne, le jeu vous corrige 2 fois par seconde, en plus d'avoir une faible barrière d'entrée et une forte barrière de sortie, puisqu'il s'agit d'une passion. On ne rechigne jamais à jouer un jeu qui nous plaît. Le jeu est donc le meilleur moyen d'apprendre. Et la nature nous le prouve tous les jours.
Plus un animal est intelligent, plus il joue. Prenons l'exemple des félins, qui jouent en se battant pour apprendre à chasser et à se défendre. Les proies comme les prédateurs jouent. Dès que la nature a un comportement technique à inculquer, c'est le jeu qu'elle utilise. Dans la nature, si vous échouez, vous êtes mort. Et dans cet environnement, ce que la nature a sélectionné, c'est le jeu. Retenez donc que les jeux sont des aspirateurs à attention. On a donc dit que la connaissance est le produit de l'attention par le temps et que le meilleur moyen de capter de l'attention, c'est de jouer sur la passion. Maintenant, pour intégrer et retenir la connaissance, il faut être en mesure de la spatialiser, c'est-à-dire organiser ergonomiquement les informations. Le meilleur moyen de manger de la connaissance, c'est donc l'amour, la passion, sur l'espace, soit la capacité d'organiser les informations. Et enfin, le meilleur trajet pour transmettre de la connaissance, c'est la pertinence multipliée par la viralité. La pertinence, est-ce que l'information est utile et facile à traiter? Et la viralité, est-ce que l'information se propage rapidement? Dans l'économie du savoir, tout le monde a du pouvoir d'achat à la naissance. Mais on n'a pas tous les mêmes opportunités de dépenser son attention pour acquérir de la connaissance. Le petit Somalien n'a pas les mêmes opportunités que le petit Français. Et si on prend la constante du temps, le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié. Sauf si le salarié apprend ce qu'il aurait voulu apprendre sur son temps libre à son travail. Je vais m'arrêter là concernant les facteurs de l'apprentissage pour vous parler, à l'inverse, de certains phénomènes qui s'opposent à l'apprentissage. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la notion d'impuissance apprise. Quand vous vous dites « je ne peux pas »,« je ne le mérite pas » ou bien « je n'en suis pas capable », vous êtes dans l'impuissance apprise. Techniquement, c'est quand, face à un problème, votre cerveau vous dit « n'essaie même pas ». Et ça a été démontré en imagerie fonctionnelle avec des individus ayant été testés en se retrouvant par exemple devant une équation. C'est une notion qui a été découverte par Martin Seligman, qui était professeur à la CIA. Il a fait une expérience de torture sur des chiens, dans une cage à deux côtés. Il met une décharge électrique d'un côté, le chien part de l'autre côté. Puis il met une décharge de l'autre côté, et le chien revient dans la case initiale. Enfin, il met des décharges des deux côtés en même temps, et le chien se prostre et finit par accepter son sort. À tel point que quand il ouvre la cage, le chien ne sort même pas. Les Cornac avaient bien compris cette notion d'impuissance apprise. Ils savaient que le meilleur moyen d'attacher un éléphant, c'était de l'attacher dans sa tête. Pour ça, ils attachaient l'éléphanteau avec une cordelette reliée à un piquet planté dans le sol, et comme il était petit, il n'avait pas la force pour s'en défaire. Une fois arrivé à l'âge adulte, l'éléphant pourrait facilement se détacher, mais il n'essayait pas. Ce phénomène a été démontré avec des chevaux, avec la lanière attachée à n'importe quoi, comme par exemple une chaise de jardin, et à la vue du nœud, le cheval ne part pas. La question qu'on pourrait se poser, c'est combien de ces cordes ou de ces nœuds on a dans la tête. Les FARC utilisaient l'impuissance apprise sur leurs otages. Les yeux bandés et les mains dans le dos, ils leur faisaient répéter « je suis seul, je suis seul, je suis seul » des milliers de fois par jour. Sinon, ils prenaient un coup. Et les prisonniers n'essayaient pas de s'échapper, même sans surveillance. Pourquoi je vous parle de l'impuissance apprise? Tout simplement parce que les gens qui connaissent ce phénomène à l'avance, ils sont plus résistants. Malheureusement, en cas d'échec scolaire, sans imagerie cérébrale, on ne peut pas dire si c'est parce que l'élève est bête, ou bien si c'est parce qu'il croit qu'il est bête. Il faut savoir que l'impuissance apprise est un phénomène qui peut se produire en un quart d'heure seulement chez l'adulte. C'est encore moins chez l'enfant. Je vous laisse donc imaginer l'impact d'un mauvais professeur sur la scolarité d'un élève.
Ce qui m'amène à vous parler de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est simplement le fait que quand un professeur attend d'un élève qu'il soit bon, l'élève devient bon. Et à l'inverse, quand il attend de lui qu'il soit mauvais, l'élève devient mauvais. C'est la raison pour laquelle Maria Montessori avait établi la règle déontologique selon laquelle un professeur doit s'abstenir de penser du mal d'un de ses élèves. Car l'attitude psychologique, même dissimulée, peut être trahie par le langage corporel. Elle craignait que cette simple pensée, ajoutée à une éventuelle impuissance apprise, ne transmette à l'élève un élan négatif qui le suivrait toute sa scolarité. Voilà pour l'effet Pygmalion. Je vais finir cet épisode sur la notion de récompense. Il faut savoir que la récompense, qu'elle soit positive ou négative, est toujours un renforçateur de quelque chose de déjà vu. Elle peut donc être un frein à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. En gros, qu'il s'agisse de la carotte ou du bâton, quand on met une récompense, le cerveau va se dire « Ok, c'est quelque chose qu'on a dû répéter ». C'est-à-dire que l'idée de la récompense va venir saturer l'espace de résolution du problème par sa mémoire, alors que la solution ne se trouve pas dans sa mémoire. L'impact de la récompense sur la diminution des performances se nomme l'effet de surjustification. Dans le cadre scolaire, la note est souvent perçue comme la récompense. Une bonne note encourage le conformisme et détruit une partie de la créativité pour répondre à ce que le professeur attend de nous. Et à l'inverse, une mauvaise note pousse à l'impuissance apprise. Alors que l'important, ce n'est pas la note, c'est la correction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour bien apprendre, il faut des échecs qui ne soient pas chers. C'est la correction qui permet la progression. Retenez donc que la correction et la note, ce n'est pas la même chose. La note sert à classer, alors que la correction sert à progresser. Sauf qu'il faut énormément de corrections pour apprendre. L'apprentissage, c'est la correction par heure. Malheureusement, certains ont été écœurés de la correction, en partie à cause des coups de bâton de la note, et cette peur de la correction est un frein à l'apprentissage. Si vous voulez apprendre vite, il faut être corrigé souvent. Ce manque de distinction entre la note et la correction se retrouve dans la tête de la majeure partie des élèves. Je vais vous donner un exemple simple, tiré de mon expérience d'enseignant à la fac. Alors, il faut savoir qu'à l'université, suite à la remise des notes en fin de semestre, les élèves peuvent venir voir leurs copies pour comprendre leurs corrections. Et en réalité, tous les étudiants qui sont satisfaits de leurs notes ne viennent pas. Les seuls qui viennent ne sont pas ceux qui souhaitent comprendre leurs erreurs pour progresser, mais ceux qui ne sont pas satisfaits de leurs notes et qui cherchent à négocier quelques points pour valider leur année. Comme disait le sociologue et philosophe Edgar Morin, la première chose que j'ai appris de notre système éducatif, c'est la résignation à l'emmerdement. Dans notre système scolaire, la note transforme un buffet à volonté en enfer. Je vais m'expliquer en reprenant une métaphore d'Idriss Aberkan. Le cerveau humain est en perpétuelle soif de connaissances, ce qui explique la grande curiosité des enfants. L'école est censée être un buffet à volonté de connaissances. Sauf que le système de notation, c'est comme si le restaurateur venait et disait « Tu dois tout manger ». Et tout ce que tu laisseras sera reporté sur l'addition. Tu paieras donc sur ce que tu n'as pas mangé. Et si tu n'arrives pas à manger au moins la moitié, tu paieras très cher et tu seras dégagé du restaurant avec l'humiliation reçue par toutes les autres personnes qui sont dans le restaurant. Mais pire que ça, il sort un chronomètre et dit « Tu as 1 heure ». Parce que d'autres personnes avant toi ont réussi à le faire en 1 heure. Ce qu'on observe, c'est que le buffet est toujours le même, mais en changeant quelques règles, vous êtes désormais en enfer. Retenez donc que le cerveau a un désir naturel d'apprendre, il aime manger le savoir, mais si vous forcez un apprentissage, vous allez casser ce désir. Tout comme moi, peut-être que certains d'entre vous ont déjà connu des professeurs qui mettaient des notes négatives. Imaginez un instant l'impact et l'état de souffrance que cela peut produire.
Une note négative, ça veut dire tu aurais mieux fait de ne rien faire. Je vais donc conclure cet épisode sur la notion de souffrance. Il faut savoir que quand on a souffert, notre esprit a deux moyens de réagir. Soit on se dit « j'ai souffert, mais je serai le dernier » et seuls les grands esprits en sont capables. Ou bien on se dit « j'ai souffert pour rien, mais je vais transmettre ma souffrance sur la génération suivante pour lui donner un sens. » Transformer une souffrance en tradition par recherche de sens. C'est comme ça que des rites d'initiation, qui avaient pour but de tester des personnes avant de se retrouver en cas concret, se sont transformés en bizutage, sans préparation à quoi que ce soit, juste de la propagation de souffrances inutiles. Je vous invite à réfléchir au nombre de fois où vous avez vu une souffrance se répercuter inutilement d'individu en individu. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me retrouver sur Apple et Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Now Minute et YouTube. Et si vous souhaitez vraiment me soutenir, vous pouvez me payer un petit café en faisant un don sur la plateforme Tipeee, dont le lien est dans la description. Je rappelle que chaque achat est un vote pour ce que vous voulez voir perdurer. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!